Et on est de retour à Ici c'est hockey pour notre deuxième invité de la soirée. Remerciements d'abord à faire à Jérémy Groslot qui a été super. Hein? Merci pour la très bonne entrevue. On a senti un jeune homme à son affaire qui sait où ce qui s'en va. Puis pour un gars pas repêché, quand même, hein? on va lui donner une bonne main d'applaudissement d'avoir reçu un contrat à 19 ans. Déjà d'avoir une quarantaine de matchs dans la Ligue américaine. C'est digne de mention. Eh bien là, c'est le moment que vous attendiez. Notre plus gros invité jusqu'à maintenant. On en a déjà eu des bons, là. Mais là, on en a un pas pire, là. Un pas pire. C'est Steve Bégin qui va être avec nous dans quelques instants. On va envoyer la petite demande à Steve pour qu'il nous rejoigne sur ce live. Et on va faire la petite histoire, hein, comme j'ai fait avec Jérémy, la petite anecdote. Steve est un contact de longue date. C'est ma mère qui avait une collègue qui était sa belle-mère, qui est en fait encore sa belle-mère. Et on la salue, Lise Cadrin, qui nous a plugué avec ce cher Steve Bégin depuis de longs moments. J'ai plusieurs cartes d'hockey signées par Steve depuis ma tendre enfance. Il est très réceptif. Il m'a même déjà donné une entrevue sur ses futurs projets d'agence de joueurs. Il y a quelques années de ça déjà. Et Steve a fait du chemin dans son après-carrière depuis, lui que vous connaissez sûrement, suite à son passage avec les Canadiens et d'autres équipes de la LNH. Il va être avec nous dans quelques instants. Je vois qu'il vient d'arriver sur le live. Donc, Steve, ça ne sera pas super long. Et le voici qui est avec nous. Salut! Salut, Steve. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est très plaisir d'avoir. Fait que Steve, on va commencer rapidement. On va y aller en ordre chronologique. C'est souvent comme ça que je fonctionne. C'est un podcast sur le hockey, mais comme je t'ai mentionné un peu en prémisse, là, on est open aux anecdotes, on est open aussi à tout l'apprentissage et le cheminement que tu as fait. Je sais que tu es un gars qui était très intense sur la patinoire, mais tu es aussi une personnalité publique qui est très impliquée, qui a accompli beaucoup de choses à la suite de ta carrière. J'aimerais ça qu'on aborde aussi cet aspect-là. Fait qu'on va commencer. Parle-moi un peu de ton enfance. J'ai lu dans un article que ton père t'avait donné un conseil que tu devais être comme Dale Hunter pour te démarquer. Les organisations aimaient les joueurs comme ça. Parle-moi de ton enfance, de la relation avec ton père, puis de ce conseil-là. Ben écoute, lorsque j'étais jeune, comme bien des joueurs de hockey, j'étais un marqueur naturel. Je comptais beaucoup de buts. Puis je me souviens après une partie que je pense que j'avais marqué 3 buts. Mon père est venu, je me souviens, sur l'arrêt de voiture retournant à la maison, m'a demandé si j'avais bien joué. J'ai dit, ben, c'est sûr, j'ai bien joué, j'ai la première étoile, j'ai 3 buts, on a gagné, puis il n'y a pas de problème, tu sais, j'étais sur un high, là, moi, je m'en allais droit dans la Ligue nationale, là. Puis là, il m'a dit, tu sais que si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, il faudrait que tu changes ton style, là, je t'attends, là, on parle à tombe, là, c'est loin, là. Fait que je dis, ah ouais, comment ça? Il dit, ben, tu sais, des marqueurs là, de buts, il y en a dans toutes les ligues, dans toutes les organisations, dans toutes les catégories, dans tous les coins de rue. Il dit, si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, il faut que tu changes ton style de jeu. Tu dois jouer comme Dale Hunter. Dale Hunter, c'était une peste, là. C'était, je sais pas si les plus jeunes, si en parlent à leurs parents, là, ils vont savoir c'est qui Dale Hunter. Puis, j'ai comme regardé mon père, puis tu sais, il m'avait dit, si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale. Donc, il avait tout de suite retenu mon attention. C'est clair que la game suivante, j'avais changé mon style de jeu, là. Oui, je marquais encore des buts, mais j'étais tellement haïssable sur la patinoire, là. Personne ne m'aimait. Tout le monde voulait jouer pour moi, avec moi, là, mais il ne voulait pas jouer contre moi, là. Tout le monde me détestait sur la patinoire. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer ce style-là. J'ai plus jamais changé de style par la suite. Puis ça s'est toujours... ça a toujours continué comme ça. Tu sais, je me suis amélioré, j'ai pogné des trucs. Quand grandissant m'a emmené plus d'âge bantam, ce que je regardais, c'est un style de joueur comme Matthew Barnaby. Souvent dans le junior, je me faisais comparaître à lui. Donc, c'était un autre peste, quelqu'un qui arrêtait jamais de parler, lui. Moi, je parlais pas beaucoup sur la patinoire, par contre. Mais, tu sais, j'agissais, là, je frappais, je dérangeais beaucoup. Mais parler, souvent, j'essayais de garder mon énergie, là.
Puis, il y a quelque chose qui a retenu mon attention aussi en regardant ton histoire. Il y a un coach, tu es tombé dans l'œil d'un coach alors que tu jouais Midget 3A. Je parle de Richard Martel, Ah oui? qui a été ton premier coach ensuite dans le junior. Parle-moi de ta relation avec Richard Martel et pour l'avoir vu coacher plusieurs matchs avec les Marquis de Jonquière, son style explosif, c'est plus tard, là, c'est après qu'il a coaché dans le junior, mais son style explosif, puis ça avait l'air d'un gars, je ne le connais pas personnellement, mais ça avait l'air d'un gars qui avait le même genre de fougue que tu avais sur la patinoire. Est-ce que c'est pour ça que tu lui es le contraire? Qui t'a trouvé, qui t'a accueilli comme ça? Ben, je pense que oui. C'est quelqu'un qui est très intense. Il en est même épeurant. Je me souviens, ma première année que j'ai fait l'équipe à Val-d'Or, dans le camp d'entraînement, tu sais, on veut pas qu'on arrivait, ben, qu'on quittait pour entre les deux pratiques ou dans un camp d'entraînement, c'est très intense, là. Et puis, toutes les fois qu'on le croisait, là, écoute, j'en shakeais, là, j'en avais peur. Puis je pense que pas mal des gars, parce qu'il était, quand je suis arrivé à Val-d'Or, il était nouveau à Val-d'Or. C'était le nouvel entraîneur, donc assez stressant. Puis surtout pour une recrue comme moi, là, je capotais un petit peu. Mais dans le fond, lui, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on croise chemin les deux? J'étais midget 3, puis mon entraîneur, qui était Alain Groslot à l'époque, avec les Estacades du Cap de la Madeleine, lui était... Richard coachait l'équipe Québec. Puis Alain Groslot, c'était son assistant coach. Et durant l'été, moi, naturellement, qui avait joué Bantam 2A l'année d'avant, j'avais pas été invité au camp d'équipe Québec qui était 16 ans et moins. Parce que la plupart des joueurs, c'était des joueurs qui allaient jouer junior majeur. Donc, je commence mon année midget 3, je fais l'équipe, je suis le capitaine de l'équipe, le capitaine Alain Groslot. Puis, Alain n'a pas arrêté de demander à Richard Martel de m'inviter au camp d'entraînement le dernier camp d'entraînement était en décembre pour faire l'équipe. Il invitait peut-être 4-5 joueurs de plus juste pour voir. Et puis, il faisait son équipe à partir de là. Et puis, finalement, à force écoute, Alain, il n'a pas lâché le morceau. Puis à un moment donné, il a dit à Alain, il a dit, écoute, je vais l'inviter, ton joueur, là. On va le garder 2-3 jours. Après ça, je le retournerai dans ton équipe. Fait que là, ça s'est passé de même. Je me suis présenté là. Moi, en partant, j'ai dit aux journalistes, parce que tout le monde était surpris quand même que j'étais invité là. Fait que là, je dis, ben moi, je reviens pas ici si je fais pas l'équipe. Mais tu sais, moi, je me créais toujours des défis comme ça. Fait que je me mettais une pression de plus parce que la pression pour moi fonctionnait beaucoup. Puis je carburais à ça, là. Donc, je me suis présenté là. Écoute, j'ai impressionné Richard Martel à un tel point qu'il a coupé le premier marqueur du Midget 3, qui était un lampron à ce temps-là. Puis, je vais te le dire, j'étais pas un grand marqueur non plus dans le Midget 3. J'ai jamais été un grand marqueur par la suite que mon père il m'a dit de changer mon style, là. Et puis, donc, j'ai fait l'équipe. Les journalistes, encore là, ils m'ont demandé, on dit, OK, Steve, tu as fait l'équipe, tu as causé une belle surprise, mais tu es le joueur d'extra, puis tu vas peut-être jouer quelques parties sur le quatrième trio. J'ai dit, non. Je dis, moi, je m'en vais là. Je passe sur le quatrième trio et je termine le tournoi sur le premier trio. Encore une fois, je n'étais pas quelqu'un comment dire ça? Je n'étais pas quelqu'un qui se pensait meilleur qu'un autre, mais moi, c'était la façon de me créer des défis et de me pousser au maximum. Donc, je venais de dire ça, je n'avais pas le choix de performer. Alors, il arrivait ce qui devait arriver. J'ai commencé sur la quatrième trio, puis ça n'a pas pris de temps que j'ai fini sur le premier trio. J'étais toujours sur la patinoire. Donc, l'été, après le tournoi, je me retourne midget 3 parce que je n'étais pas drafté encore junior. Cet été-là, le repêchage était à Drummondville. Puis, je suis classé deuxième ronde, troisième ronde. Et je me souviens qu'en arrivant au repêchage, Shawinigan, moi, je viens de Trois-Rivières, donc Shawinigan avait mon nom. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il avait mon nom. Il repêchait le huitième, donc il avait déjà mon nom sur le gilet que je m'en irais un produit local, je m'en irais à Shawinigan. Et eux, je m'en souviens plus c'était quelle équipe qui repêchait quatrième, mais ils ont fait un échange avec Shawinigan. Puis là, je me suis dit, oh non,
c'est pas vrai. C'est pas qu'ils font un échange pour venir me chercher quatrième. Là, c'est impossible. C'est sûr qu'ils en prennent un autre. Justement, ils ont pris un joueur de 16 ans, un Tremblay. Et puis, j'étais content. J'étais vraiment content de m'en aller loin de chez. Tu sais, je voulais partir loin. Donc, Ouais, ben oui. Shawinigan, c'était trop. C'était à 20 minutes de la maison, là. Donc, j'ai passé la première ronde. Début deuxième ronde, il y avait juste 14 équipes dans ce temps-là. Donc, le 16e au total, Richard Martel, qui était à Val-d'Or, est venu me chercher. Donc, j'étais vraiment content. J'étais vraiment excité. Je m'en allais loin. J'allais expérimenter le hockey loin de la maison. Et puis, je m'en allais là juste pour me concentrer sur le hockey. Donc, tout s'enlignait très bien pour moi. Puis en plus, Richard Martel, qui me connaissait à cause d'équipe Québec, je savais qu'il était vraiment intéressé à moi. Et il y avait aussi Jean-Pierre Dumont. Il y avait Jean-Pierre Dumont et il y avait Daniel Archambault, tous de bons amis encore aujourd'hui, là, qui faisaient partie de l'équipe Québec. Eux autres qui étaient déjà à 16 ans, jouaient pour Val-d'Or. Puis, vraiment content. J'arrivais là-bas, puis je connaissais déjà des gars en arrivant à Val-d'Or, des amis. Là. Donc, tout tombait sur le bon côté pour moi. Là. Si on revient un peu sur ton passage avec les Foreurs, on Ouais. regarde tes statistiques dans le junior. Incroyable, hein? Pas loin d'un point par match. Mais moi, ce que je me dis, Steve, c'est que tu devais te démarquer par autre chose aussi. C'est pour ça que tu es devenu un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale de hockey. Parle-moi dans le junior, quel genre de all-around player tu étais? Ben, je frappais. Écoute, on va s'entendre pour dire que junior, majeur, c'est pas tous des bons patineurs. Puis c'est pas rien de méchant, mais c'est vrai, là, tu sais. Malgré qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, les jeunes sont habiles, sont vraiment, sont spectaculaires avec une rondelle, là, c'est incroyable comment est-ce que les gars sont meilleur que dans mon temps. Là. Tu sais, ça évolue toujours, le hockey, mais là, ça a pris vraiment une grosse coche. Là. Mais anyway, fait que c'était pas tous des bons patineurs. Donc, disons que j'en profitais beaucoup. J'aimais ça. Puis justement, il y en a un que j'ai joué avec, un Fortin. Il m'a écrit dernièrement, il m'a demandé comment j'allais. Puis il a sorti toujours. Il dit, Steve, tu te souviens-tu quand on s'était assis après une partie, puis je t'avais dit, Steve, lorsque tu as la rondelle, t'es pas obligé de penser à frapper. Parce que moi, aussitôt que j'avais la rondelle, je patinais avec la rondelle, là, je savais qu'il y a quelqu'un qui s'en venait, fait que je me préparais, puis là, tu sais, je donnais une mise en échec avant qu'il m'en donne une. Mais, tu sais, c'était toujours, j'étais de même, là. J'aimais ça frapper beaucoup, j'étais très intense, je dérangeais. Junior, je me suis battu beaucoup. Je voulais faire un nom. Pour moi, c'était la façon de me démarquer pour me faire repêcher. Puis, je voulais me faire remarquer par les dépisteurs. Puis mon père, il me disait toujours, tu sais, à toutes les parties, là, tu joues pas juste pour les dépisteurs de la Ligue nationale, tu joues pour les autres formations aussi, parce que tu sais jamais si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une autre équipe qui vont vouloir aller te chercher. Donc, tu as toujours quelque chose à prouver à tous les jours, et puis tu sais jamais qui est assis dans les estrades pour te regarder. Donc, c'était comme ça. Moi, je me donnais à tous les jours les pratiques. Même que les gars, durant les pratiques, il fallait toujours qu'ils viennent me voir et me dire là, tu vas te calmer, là, relax. Là, on veut pas, tu sais, des fois, l'entraîneur, Richard Martel, aimait ça nous faire patiner en fin de. Puis lui, il m'a déjà avoué, il dit moi, mon gauge, c'était toi. Lorsque je voyais que tu commençais à être fatigué, là, c'est parce que tout le monde t'a brûlé. Là. Fait que souvent, les joueurs venaient me voir là, c'était calme-toi. Relax, relax, là, on est brûlé, on n'est plus capable. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais un joueur comme ça qui travaillait, qui lâchait jamais. Puis encore là, j'ai causé une grosse surprise au repêchage de la Ligue nationale parce que j'étais classé troisième ronde. Et puis, moi, dans ma tête, tu sais, je me faisais jamais d'idée. Puis, même que j'avais parlé à Calgary qui disait qu'elle allait me repêcher en deuxième ronde, 39 ou 40e, parce qu'il y avait deux choix au repêchage en deuxième ronde. Je me disais, moi, non, d'après moi, je vais sortir 5, 6, 7, 8e ronde. Ça me dérange pas, je veux juste être repêché. Puis, tu sais, je prenais pas comme du cash ce que le monde il me disait. Puis moi, c'était, regarde, m'en va là, je vais me faire repêcher. Il y a des joueurs de l'Europe, il y a des sacrés bons joueurs là, qui vont se présenter là. Donc, je veux me faire repêcher, puis c'est tout ce qui compte pour moi.
Puis, je me suis fait repêcher, deuxième ronde, 40e au total. Les Flames sont vraiment venus me chercher, 40e au total. Vraiment content, encore une fois. Puis, ça a vraiment causé une grosse surprise pour tout le monde que je sois repêché en deuxième ronde. Je veux revenir sur quelque chose. Tu dis que dans le junior, puis toute ta carrière, en fait, tu avais vraiment le couteau entre les dents, mais ça vient d'où, ça, Steve? Ce désir-là de jouer dans la LNH, est-ce que c'est ça qui t'a permis d'avoir cette énergie-là en fait, qui a surpassé celle des autres à un certain moment? Je pense que tu es la preuve vivante que c'est pas juste le talent, là. C'est le travail, puis l'intensité, puis la volonté aussi. C'est Je pense que oui. ce que tu dégageais. Oui, puis pas mal, en fait. exactement. Puis j'ai appris jeune que tout se passe entre tes deux oreilles. Tu sais, parce que veut pas, là, on se crée, c'est nous autres qui se met des bâtons dans les roues, c'est nous autres qui va se créer nos propres obstacles. Mais tu sais, si on veut, là, puis c'est drôle à dire, tu sais, c'est un cliché, mais si on veut un peu, puis c'est vrai. Parce que si tu décides d'atteindre quelque chose dans la vie, là, je pense que tu as toutes les opportunités, tu as tous les atouts pour réussir. Puis moi, j'ai appris jeune que j'étais quelqu'un qui avait du caractère, qui avait du courage, qui n'avait pas peur. Puis j'étais surtout très discipliné aussi. À 6 ans, j'ai décidé, moi, que mon rêve, comme bien les jeunes, c'était de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Mais je le disais, là, toujours. Puis en grandissant, je me gênais pas, puis je me cachais pas pour dire, moi, je veux jouer au hockey dans la Ligue nationale. Puis, j'ai compris jeune que on n'était pauvres à la maison. On avait rien, on était sur l'aide sociale, puis on restait dans un HLM. Puis, je voyais les autres qui se promenaient avec des belles voitures, puis tout ça. Nous, on n'avait pas de belles voitures, puis je peux te dire qu'elles faisaient beaucoup de bruit. Donc, oui, c'est venu jeune, mais j'ai compris jeune que je devais m'accrocher à quelque chose pour m'en sortir. Puis le hockey est arrivé, puis je pense que dans le hockey, je dépensais tellement d'énergie, puis c'est là que je me défoulais, là. Fait que pour moi, je savais que ça me prenait ça. J'ai adoré, je suis tombé en amour avec le hockey la journée que j'ai commencé à jouer au hockey. Et puis pour moi, c'était ça ma lumière au bout du tunnel, là. Puis serais-tu prêt à dire que de bien connaître tes forces et de les mettre à profit, c'est ça qui t'a permis d'avoir du succès, en fait? Parce que je t'entends dire, et il y a de nombreux reportages sur toi, toutes sortes d'articles. J'ai entendu souvent ton histoire par rapport à ce que vous étiez jeune, vous étiez pauvre quand tu étais plus jeune, ça a été plus difficile et tu as beaucoup redonné à la communauté. Suite à ça, je pense notamment à l'inauguration de la patinoire bleu-blanc-rouge, exemple, dans le quartier de ton enfance, qui est quand même quelque chose de vraiment nice. Et pour revenir là-dessus, c'est ça, est-ce que souvent d'avoir entendu cette histoire-là, d'avoir souvent parlé du fait que ça a été plus difficile pour toi jeune, est-ce que ça t'a permis jeune, exemple à l'âge du junior, de mettre le doigt sur justement, tu l'as dit, courage, ténacité, endurance, de savoir que tu avais ça en toi, ça t'a permis de peser là-dessus quand c'était temps et de mettre ça à profit, j'imagine. Tu sais, souvent, le monde va dire, tu as eu une enfance difficile, ça n'a pas été facile, tout ça. Moi, je vais dire, tu sais, pour moi, c'était normal, là. Il n'y avait pas d'autre chose. C'était comme ça que j'ai été élevé, c'était comme ça que c'était. Puis, tu sais, c'était pas de ma faute à moi, là. Moi, je suis né, j'avais ça, puis je devais faire avec ce que j'avais. Puis ça, encore une fois, tu sais, j'ai compris beaucoup de choses jeunes. Puis mon père, il me disait toujours, tu sais, c'est quelque chose dans la vie, tu vas devoir travailler pour l'avoir, parce que ça, je trouvais ça drôle quand il me disait ça. Il me disait toujours, Noël vient juste une fois par année, à part ça, il n'y a pas personne qui va te faire de cadeaux. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça drôle. Il me disait ça, puis aujourd'hui, je pense à ça. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas tort, il avait raison. Et donc, si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'avoir. Je devais aller le chercher moi-même. Tu sais, on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, tu sais, je savais que je devais me rendre au gym, je devais en donner plus que tout le monde, je devais me pousser, tu sais, je devais tout faire en double des autres parce que j'étais un petit peu moins talentueux que les autres pour justement passer. Fait que pour moi, c'était ça. C'était pur et simple le travail, l'acharnement. Puis, tu sais, j'ai déjà dit à mon père, je pense que j'avais 9-10 ans, que je dis, tu sais, moi, j'adorais mon père, puis c'était comme un idole pour moi, même si, tu sais, il avait ses défauts, puis il avait ses problèmes, puis j'ai dit, moi, père, je t'aime super gros, je t'ai toujours aimé, puis, mais je veux pas être comme toi.
je veux pas être comme toi. Je veux ne rien manquer dans la vie. Je veux avoir une famille, passer du temps avec mes enfants. Je veux des enfants, puis je veux qu'ils ne manquent de rien dans la vie. Mhm. Puis tu sais, souvent, je vais dire ça, oui, mais il y en a qui vont penser, t'as-tu honte de où tu es pas pantoute? Moi, je suis vraiment fier de la place que je viens, d'où Mhm. je viens. Puis si c'était pas de cet endroit-là ou de l'enfance que j'ai eue, jamais je serais probablement pas là aujourd'hui en train de te Mhm. parler. Puis j'aurais probablement pas réussi. Peut-être que je m'aurais pas rendu dans la Ligue nationale. Puis pas peut-être, je pense que pas du tout, parce que par où j'ai passé, puis de la façon dont j'ai été élevé, c'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Tout à fait. On Mm. revient où on était dans l'histoire, très T'es intéressant. où, là? On est rendu à ton passage dans la Ligue américaine. OK. Tu es repêché par les Flames. Parle-moi de ton état d'esprit. Là, tu es repêché, tu as comme un pied dans le passage professionnel. Tu te fais envoyer un peu dans la Ligue américaine à Saint John à ce moment-là, le club Oui. école des Flames. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Ben, tu sais, à 19 ans, j'avais fait le grand club, la Ligue Mhm. nationale. Il y a une autre grande surprise que j'ai fait à travers toutes les ligues, je pense, parce que Mhm. j'étais qui, là, finalement, là? Mhm. Je jouais entre Sandy McCarty et Mike Peluso, deux matadors, deux toughs, Mhm. des plus toughs qui ont joué dans la ligue, là. Donc, 19 ans, j'ai passé un mois là-bas. Après ça, ils m'ont retourné junior, puis j'ai fini mon année. Après ça, je me suis ramassé professionnel. Mais ma première année professionnelle, j'étais censé rester à Calgary tu sais, Mhm. j'avais commencé à 19 ans, donc à 20 ans, j'étais pressenti pour faire le grand club. Puis juste un mois avant d'arriver là-bas, il y a eu une blessure à ma cheville. J'ai eu une entorse à la cheville avec un os qui a chippé. Puis, au lieu de leur dire, mon agent m'a dit, OK, on ne dit pas un mot, va faire soigner. Puis, je suis allé voir le docteur à Trois-Rivières. Il me dit, une semaine là, en béquille, de l'eau froide, puis, tu sais, mettre beaucoup de glace, tout ça, ça va être correct. Tu vas voir, dans une semaine, ça ne paraîtra plus. Une semaine après, là, j'avais la cheville grosse comme ma tête. C'était incroyable. Je capotais. Je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis parti en vitesse. Je suis allé à Val-d'Or qui m'ont envoyé chez des spécialistes à Amos. Et OK. puis, le docteur là-bas, il m'a dit, tu sais, comment ça, t'es pas dans le cloud? J'ai dit, comment ça, je suis pas dans le cloud? C'est lui qui m'a dit, là, t'as un os de chippé dans ton entorse. C'est vraiment mal, là. T'es vraiment en mauvais état. Et là, tu restes combien de temps dans ton camp? Je dis, il me reste 3 semaines. Il dit, ben là, une personne normale, c'est minimum un mois dans le cloud. Puis après ça, tu as de la physio. Puis graduellement, tu Ah, recommences mon à Dieu. marcher, puis à faire de. Fait que là, je disais, non, je peux pas faire ça, moi, là. Il dit, je le sais. Fait que là, ils m'ont mis dans le cloud. Il dit, garde ça 2 semaines, enlève ça, patine une semaine, puis va-t'en ton camp, c'est tout ce que je peux te dire. Puis là, on avait convenu avec mon agent qu'on ne disait pas un mot à Calgary, qu'on dirait la journée d'avant. Moi, je suis jeune, là. Fait que, OK, c'est bon. On le dit pas. La journée avant que j'arrive, on leur dit ça. Puis là, je me présente au camp, on commence le camp, puis le soigneur est venu me voir, puis il dit, ouais, le GM fait dire que c'est toi. C'est soit que tu embarques, tu donnes qu'est-ce que tu as, ou que tu n'embarques pas, puis il t'envoie dans les mineurs tout de suite. J'ai dit, non, non, je vais Ah, prendre mes chances, je vais ben oui. patiner. Je n'étais pas capable de breaker. J'étais pas capable d'arrêter. Aussitôt que j'ai été arrêté, j'avais tellement de difficultés à partir. Là, ma cheville était encore grosse. C'était très douloureuse. Un entorse, t'es mieux de te casser la cheville rendue là. Là. C'est la Mhm. meilleure affaire qui aurait dû m'arriver. Mais finalement, c'est ça. Fait que j'ai retourné dans les mineurs. Pour me punir, cette année-là, ils m'ont pas rappelé une fois. Ils m'ont pas rappelé pantoute de la Pourquoi tu dis saison. punir? Pourquoi tu dis punir? Ils m'ont puni parce que ils m'ont dit, quand ils m'ont tu sais, m'emmené, ils ont dit, Steve, j'ai toffé 3-4 jours, puis ils m'ont dit, Steve, t'es clairement pas capable de patiner. Mhm. OK, ouais. La seule chose que tu aurais dû faire, c'est de nous avertir lorsque c'est arrivé. On t'aurait flyé ici, tu aurais venu ici à Calgary, puis on t'aurait soigné le mieux qu'on aurait pu. Mais là, tu l'as pas fait, tu as décidé de cacher ça, puis Mhm. de venir ici au camp sans tu sais, qu'on sache que tu étais blessé. Donc, tu retournes en bas, puis on va t'appeler quand on va être prêt. Puis, tu sais, début de saison, ça a été tard. J'avais encore beaucoup de douleurs. Ça a peut-être pris un mois avant de m'ajuster. Puis après ça a super bien été.
Vraiment même bien été. Puis, il me rappelait pas, là. Il rappelait d'autres joueurs qui n'auraient pas dû passer en avant de moi. Mais C'était écoute, un message, là. c'était un message, clairement. Ouais, clair et peu, un message qu'il voulait me faire. Puis, j'avais compris. Ils l'ont dit l'année suivante. Puis, l'année suivante, là, j'ai commencé en haut, après ça, ils m'ont retourné, j'ai fait du up and down. Mais le gros coup est venu la troisième année de mon contrat, la dernière année de mon contrat, dans le fond. Euh, Là, moi, Chris Clark, Benoît Gratton, on est censé faire l'équipe à Calgary. On est dans tous les statistiques, partout ce qui parle de nous, Calgary. On est dans l'alignement. Ils ont un nouvel entraîneur, Donny, si je ne me trompe pas, qui s'appelle. Lui, il avait fait des merveilles dans le junior. Puis, je présente là, on n'a même pas fait, on a fait une semaine au camp d'entraînement et ils nous ont coupé les trois en même temps que les juniors majeurs. J'étais en hostie. Excuse-moi, là, sérieusement, là. C'est pas correct. Là, sérieusement, je capotais, je savais plus quoi faire. Là. Je disais, voyons, ce qui se passe, là. C'est quoi qui vient de se passer? J'ai été m'asseoir dans les estrades. J'en pleurais, là, tu sais, comme un homme peut pleurer. Puis là, je checkais la pratique, là, puis je disais, ça se peut pas. Ça vient pas juste d'arriver, là. Ça vient pas juste d'arriver. Je peux pas m'en aller dans les mineurs. C'est quoi qui se passe, là? Ma carrière, puis là, je suis là, ben voyons donc. Ça n'a pas d'asti d'allure. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Puis là, le nouvel entraîneur qui était dans les mineurs à Saint John, au Nouveau-Brunswick, Jim Playfair, est venu me voir. Puis là, Steve, inquiète-toi pas. Regarde, on va tout faire pour te ramener ici le plus vite possible. Je sais comment tu te sens. Puis, check. Demain, tu vas être à Saint John. Je m'en vais à Saint John aussi. Puis, dans 2 jours, viens au bureau. On va discuter. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. Fait que je suis descendu en bas. Je suis retourné, je suis allé le voir 2 jours après, puis on a discuté, puis pendant une semaine, il ne faisait que me parler, puis qu'est-ce qu'on allait faire avec l'équipe, de me parler des gars, puis après ça, c'était silence radio, il me parlait plus. Là, je sais pas ce qui se passait. Là, sur la patinoire, il me faisait plus jouer. Là, j'allais le voir, puis là, je disais, voyons, Jim, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je suis censé être un joueur important ici, puis là, j'ai pas de glace, tu m'habilles, mais tu me fais pas jouer beaucoup, tu me fais passer des tours, je comprends pas. Puis là, il me rabotait toutes sortes de choses. Là, je savais pas ce qui se passait, puis je comprenais pas du tout. Fait que là, finalement, tout ça j'ai continué à jouer, puis là, vers peut-être un mois avant les fêtes ou 2 semaines avant, un mois avant les fêtes, on part en voyage. Puis avant le congé des fêtes, et puis on était sur la route tout le temps, sauf le dernier 3 jours, 3 parties. On était, je pense, la troisième avant-dernière était à Portland. Après ça, on allait à Maison jouer. Puis après ça, on retournait à Lowell pour la dernière game du voyage. Fait que c'était 3 dernières games, mais tout se faisait en autobus là, dans la Ligue américaine dans ce temps-là. Et puis, moi, une des premières parties, je fais une commotion. Je me bats, j'ai une commotion. Puis là-bas, ce qui est bien drôle, c'est que le soigneur, en fait, n'était pas vraiment un soigneur. C'était un gérant d'équipement dans le junior qui avait signé en tant que soigneur. Tu vois la chose? Fait que là, moi, j'ai une commotion, je fais vraiment pas bien. Je suis assis dans sa chambre sur la route. Puis là, il me dit, ouais, il me demande qu'est-ce que j'ai. Là, je file pas, je me sens, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, je suis vraiment étourdi, je file pas bien. Là, j'ai dit, mais je veux continuer à jouer. Là. Il est arrivé, il m'a mis un sac de glace sur la tête. Et il m'a donné 2 Advil. Il a dit, check, continue. Là, c'est fini le voyage. Puis là, on avait beaucoup de games. On jouait. C'était un road trip, un voyage qui était très intense pour nous. Et puis, j'ai tout joué les parties, mais je me sentais vraiment pas bien. Des fois, j'étais comme perdu sur la glace, j'arrêtais. Puis là, je retournais au banc. J'étais vraiment mêlé, ça allait pas bien. Fait que là, j'ai tout toffé. Puis la dernière game, il dit OK, demain, on est à la maison. Fait que tu revoir le docteur. Je suis allé voir le docteur, il m'a sorti, j'ai été out un mois. Et là, on est au mois de décembre. Fait que fin décembre, fait que là, on revient, mettons, on recommence à. Tu sais, je suis revenu, mettons, au mois de janvier, je sais pas quelle date, là. Puis j'ai recommencé à jouer. Puis j'ai été chanceux parce qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient soit blessés ou qui étaient à Calgary, qui avaient été rappelés avec le grand club. Fait que là, ça me donnait l'opportunité de jouer. Puis là, je m'étais dit, là, il faut que je joue ma game. Peu importe ce que le coach il demande, je me défonce, je joue comme je suis capable de jouer. Oui, je vais essayer de rester dans le système,
mais je me donne comme je peux me donner. Et puis, parce qu'il n'y avait pas le choix de me faire jouer. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait plus de joueurs. Fait que je me suis remis à jouer comme que je jouais. Là, je m'en fous s'il ne me fait pas jouer. Toutes les fois que je vais embarquer sur la glace, il va se passer quelque chose. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas eu le choix. Écoute, il a recommencé à m'aimer. Il m'aimait. Il me faisait tellement jouer. Puis là, le call-up après, celui qui a été rappelé à Calgary, par la suite, c'était moi. Fait que là-dedans, de ce temps-là jusqu'à la fin d'année, j'ai été rappelé 2 fois. Et puis, parce qu'il tripait sur moi, là, il m'aimait, tout ça. Puis là, on a commencé les séries. Les séries, j'ai connu des séries incroyables. J'ai été nommé MVP. Puis après, vers la fin des parties, lorsqu'on menait par beaucoup, tu sais, qu'on n'avait pas de chance de perdre, moi puis Chris Clark, il nous faisait plus jouer. Il venait nous voir, il disait, là, les boys, votre soirée est finie, je ne veux pas vous blesser, vous avez fini. Fait qu'il nous laissait sur le banc, tu sais, il était... tu sais, il venait toujours me voir, Steve, si tu veux pas pratiquer, pratique pas, repose-toi. Moi, je voulais pas. Non, j'en vais que ça de l'âge, j'ai besoin de patiner. Puis, c'est là que je me suis fait défigurer. J'ai reçu un slapshot sur un côté de ma face. Et puis, l'autre côté, ben, dans le fond, j'ai reçu un coup de hockey de même qui m'avait pété le nez, qui m'avait fendu en haut de l'œil, qui m'avait fendu sur le nez. Puis, ça, c'était la première game là-bas. La deuxième game... ça, c'est en série, là. C'était en série là-bas. J'ai dû... tu sais, on avait toujours une journée off entre les games. Et puis, je pense que ça s'est passé la deuxième... Non, la première et la deuxième game. La première game, le coup de bâton. La deuxième, j'ai eu un slap shot, mais j'ai continué à jouer. J'ai pas rien manqué. La troisième game, on a une journée off. Je me réveille, j'avais 2 yeux amochés, quand même enflés. Mais la troisième game, je ne sais pas s'il y avait eu de l'infection dans les yeux ou quoi, là. Je n'étais plus capable de voir. J'avais les yeux tellement enflés que là, je suis arrivé à l'aréna, on met de la glace, des anti-inflammatoires et tout. Là, le coach capote. Il dit là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, je sais pas, moi j'embarque, là, on a une pratique. Là. Il dit, non, c'est optional. On est en playoff, là, c'est la 5e game qu'on joue là-bas. Puis après ça, on retournait à la maison jouer. S'il restait des games à jouer, les jouer. Fait que j'ai dit non, moi je veux embarquer sur la glace, tu vas me taper les yeux, puis je veux voir comment est-ce que ça va. Tu sais, comment je vais être, mais qu'on joue ce soir. Il dit non, tu vois rien, là, tu sais, je me promène de même, là. Il dit, tu peux pas embarquer sur la glace. J'ai dit, j'embarque sur la glace, je vais voir comment je vais me sentir. Fait que me taper les yeux, j'ai embarqué sur la glace, puis j'ai fait la moitié de la pratique, tu sais, parce que c'était un optional, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient sur la patinoire. Et moi, j'étais allé voir, j'ai essayé. Après ça, je suis allé me coucher. On est revenu le soir puis, pour la game, puis les yeux n'avaient pas désenflé. C'était tellement enflant encore. Là. Ils m'ont tapé les yeux pour la game. J'ai joué la game de même. Puis, c'était du hockey, mais tu sais, quand tu joues au hockey, tu veux jouer moi, c'était ça. Moi, il n'y avait rien qui. Je voulais pas. Je voulais pas me faire enlever mon spot. Je voulais jouer. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui chialait pour une blessure ou de quoi. Tu sais, j'ai joué souvent avec en bloquant des lancers, je m'étais, tu sais, 5 fois, 4-5 fois, je me suis cassé là, le dessus du pied, puis j'ai jamais manqué une partie pour ça. On a gagné le championnat dans la Ligue américaine, puis j'ai gagné le MVP, chose que jamais j'aurais pensé gagner un jour, mais j'ai gagné, fait que c'était comme bizarre, c'était le fun. Puis à partir de là, il y avait Greg Button, qui était le directeur général de Calgary, qui avait suivi les séries, parce que Calgary n'avait pas fait les séries, évidemment. Et la photo d'équipe, après ça, il est venu me voir, il dit, tu sais, je veux prendre une photo avec toi seul et tes trophées. Et puis, il me dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais tu vas jouer dans la Ligue américaine. Tu vas toujours être en haut. Puis, partout ce que je vais être, tu vas être là. Puis, je dis, tu sais, c'était cool. Tu sais, j'étais content d'entendre ça. Est-ce puis, que tu le croyais? Ben, oui puis non. Oui, parce que c'était quelqu'un qui était quand même... Je savais qu'elle allait me donner ma chance. Parce que il était quand même fair. C'était quelqu'un qui était très respectueux. Il était vraiment fin. Puis habituellement, quand il disait quelque chose, ça l'arrivait. Et puis, mais par contre, le hockey, c'est une business. Puis comme j'ai dit tantôt, je prenais jamais rien pour du cash.
Donc, je m'étais dit, écoute, je vais falloir que je fasse ma place l'an prochain. Pas quand j'ai gagné ça, tout peut changer. Ils peuvent avoir beaucoup d'échanges, des bons joueurs à pêcher cette année. Donc, on va voir ce qui va arriver. Puis, l'an prochain, il faut que je fasse ma place quand même. Puis, c'est ça qui est arrivé. L'année d'après, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nationale cette année-là. Puis, tu as été échangé ensuite Oui. Pour une équipe avec laquelle tu n'as pas joué. Exact. Mais quand même, tu as été échangé au Sabres de Buffalo. Ouais. Par la suite, tu as été placé au balotage et réclamé par les Canadiens de Montréal. Ouais. Steve, comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que c'était ton rêve de jouer pour le Canadien quand tu étais jeune? Sérieusement, quand j'étais jeune, oui. Mon rêve, c'était de jouer au hockey dans la Ligue nationale 1. Pour le Canadien, c'est sûr et certain. Qui dans mes années, là, les années 80-90, c'était juste le Canadien de Montréal au Québec. Là. Et puis, je voulais jouer pour eux autres. Mais en grandissant, j'ai remarqué que le Canadien prenait leur temps avec les recrues. Il y a beaucoup de joueurs qui réussissaient pas à atteindre la Ligue nationale parce qu'ils passaient beaucoup trop de temps dans les mineurs. Donc, j'avais peur un petit peu d'aller pour le Canadien. J'étais comme nerveux. Donc, lorsque j'ai été réclamé pour le Canadien, c'est ma femme qui me l'a appris d'un. Parce que moi, j'étais content, je m'en allais à Buffalo, là, j'étais le gars le plus heureux. Une nouvelle chance. Lorsque Daryl Sutter m'a appelé je me souviens exactement où j'étais, on n'était pas loin de la maison, on était aux Lumières, on était à Blainville, puis c'est lui, il parlait en anglais, c'est Daryl qui parle, comment ça va? Je dis, ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, on vient de faire un échange, puis j'ai dit, OK, c'est où je m'en vais? Il dit, tu t'en vas à Buffalo. J'ai même pas demandé contre qui, pourquoi, ou je dis, ah ouais. Je dis, ah ben merci, OK. Puis là, il continue à parler. Je dis, ah, c'est bon, merci beaucoup, merci pour tout. Puis là, j'ai raccroché. Puis parce que j'étais content de m'en aller là parce que mon chum, Jean-Pierre Dumont, était là. Un de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont, était à Buffalo. Je venais d'aller à son mariage cet été-là. J'avais rencontré toute son équipe. Eric Bolton, Don Mayer, il y avait Brière, Biron. J'avais rencontré tout le monde, puis écoute, c'était comme un rêve devenu réalité. Il y avait un bon club en plus. Oui, il y avait un excellent club. Puis là-bas, là, l'équipe était tellement soudée. Là, j'avais rarement vu ça. C'était incroyable. Et puis les gars, là, on avait eu un lien d'amitié super durant le mariage, là, que les gars, tu devrais demander un échange, t'en venir avec nous autres, ça, puis ça se passe. La première personne que j'ai appelée, c'est Jean-Pierre Dumont. Je lui disais, hey, tu ne devineras pas quoi, je me suis fait échanger. Il dit, ben voyons donc, tu t'es fait échanger. Ben là, j'ai dit, il va falloir que tu prépares ta maison, là, je vais aller rester chez vous pendant un bout. Là, il ne me croyait pas. Puis, mais écoute, c'était vraiment le fun. J'étais allé au camp, j'ai passé un mois là-bas. On a eu tellement du fun. C'était incroyable. J'ai trippé. Puis, après ça, quand je me suis fait ramasser par le Canadien, c'est ma femme qui me l'a dit. J'ai appelé parce que j'étais blessé. Je m'étais blessé à l'épaule. Et puis là, j'appelle chez Jean-Pierre. On restait chez Jean-Pierre. Il avait préparé sa maison, finalement. Puis là, il me dit, t'as rien à me dire? J'ai dit, oui, c'est quoi vous voulez manger? Les gars vont finir leur pratique. Moi, j'ai fini mes traitements, puis on va s'en aller, mais on va arrêter de chercher de quoi manger, puis on va arrêter de chercher de quoi pour le souper aussi. On va se préparer. Elle dit, là, tu me niaises, là. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, là, mon meilleur chum que j'ai grandi avec, David Thibault, elle dit, David, il vient d'appeler, puis il m'a dit que t'es réclamé par le Canadien, puis c'est marqué, là, je suis à RDS, puis ça passe dans le bas d'un Takers. Fait que là, ça passe dans le bas, là, ça dit que Steve Bégin est réclamé par le Canadien. Fait que là, je dis, ben voyons donc, tu me niaises. Non, je te le jure. Fait que là, j'ai raccroché, je suis allé voir le gérant d'équipement qui s'appelait Pizza Buffalo, puis il me dit, ouais, va dans le bureau là-bas, il y a quelqu'un qui va appeler. Je m'en vais dans le bureau, puis je pense que c'est Larry Carrier qui a appelé. Puis là, il dit, ouais, Steve, oui, le Canadien t'a ramassé, puis tu t'en vas à Montréal. Sérieusement, là, j'étais nerveux, là, tellement nerveux parce que je me disais, Colin, je vais-tu avoir ma chance à Montréal? Ils vont-tu me garder? Puis là,
le soir que j'ai été réclamé, JP, puis tous les gars, on a fait un souper, tout le monde est venu chez Jean-Pierre, puis il était tout là, ben, tu sais, on était tous déçus, puis tu sais, on a fait un souper, puis c'était cool, là, on a eu vraiment du fun. Puis là, on a décidé d'écouter 110%. Puis quand j'étais les équipes adverses, quand j'étais pas avec Montréal, j'écoutais 110% parce que c'était drôle, là. Ils blastaient les joueurs, puis fait que là, ils commencent à me blaster moi. Puis je pense que c'est Langdon aussi qui avait ramassé Darren Langdon, un tough, il y avait le numéro 15, je ne me trompe pas. Puis, fait que là, Steve Bégin, c'est qui ça, Steve Bégin? On ne s'est pas amélioré, on s'est empiré avec lui. C'est un gars des mineurs, il va aller jouer à Hamilton, puis c'est pas vrai qu'il va jouer ici. Puis là, je suis là, ben, voyons donc. Moi, je riais de ça, mais là, je me disais, Caroline, je m'en vais-tu à Montréal pour vrai, moi, là? Puis je savais comment que c'était, là, les médias et tout. Fait que j'étais vraiment stressé. Le lendemain, en m'en allant à Montréal, j'ai fait que des interviews radio, par téléphone. Écoute, ça n'a pas arrêté tout le long. Après ça, je suis arrivé à la maison, on a dépacté. Le lendemain, il y avait je devais aller voir faire un médical à l'Arena. Et puis le soir, il y avait un souper. Juste avant de débuter la saison, il y avait toujours un souper d'équipe. Donc, j'étais là, je rencontrais les gars-là. J'étais vraiment, vraiment stressé. Puis en plus, j'étais blessé à l'épaule. J'ai manqué les 3 premières parties. Et puis après ça, première partie, tout a bien été. Aussitôt que j'ai commencé à Montréal, Claude Julien, qui était entraîneur, lui, il m'aimait parce que j'ai joué contre lui junior et j'ai joué contre lui dans la Ligue américaine. Puis, toutes les fois que je jouais contre lui, il me détestait la façon que je jouais, puis je dérangeais tellement son équipe, puis j'avais pas peur de rien, puis je performais toujours super bien contre lui. Donc, je suis certain que, tu sais, il a eu son mot à dire pour venir me chercher avec Montréal. Et c'est ça, ma carrière a vraiment pris un step avec le Canadien. C'est quoi ton plus beau souvenir avec le Canadien? Ouais, il y en a plein. Écoute, tu sais, ma première partie, mon premier but, tu sais, toutes les fois que les partisans criaient mon nom, tu sais, c'était bizarre, là, j'étais un joueur de 3 4e trio, puis souvent, c'était mon nom que les gens criaient dans les estrades, puis pour moi, ça, c'est des souvenirs incroyables, là, tu sais, tu peux pas oublier ça, là. Non, définitivement. Puis, tu sais, Steve, je fais un parallèle. Moi, j'écoute beaucoup Bonsoir les sportifs au 98.5. Puis, on salue Jérémy Rainville si un jour il nous écoute. Mais il fait souvent des allusions à toi. OK. Il fait souvent des allusions à toi par rapport aux joueurs intenses qui se donnent toujours à 110%, aimés par la foule. Hey, Steve, ça fait longtemps que tu as joué pour le Canadien. Réalises-tu que le monde parle encore de ça? Il n'y a pas personne qui a pris cette place-là dans le cœur des gens. Qu'est-ce que ça te fait quand les gens font encore allusion à ce cœur-là? Le monde se rappelle encore de ça. Puis ça fait un petit bout, là. Puis c'est pas nécessairement tous des fans irréductibles, là. Ça a marqué beaucoup de gens. Ben, ça fait chaud au cœur, c'est certain. Puis moi, dans le fond, j'ai toujours voulu être reconnu pour ça. Pas pour reconnu parce que j'ai peut-être négligé un petit peu mes côtés skills. Parce que moi, après une pratique, là, je patinais, là, je me faisais patiner. Je me bag-skatais, qu'on dit. Là. Moi, je voulais être le gars le plus en forme, le gars qui ne lâche pas, le gars que tu es rendu en 4e supplémentaire, là, qui en donne encore son 100% et qui a du jus comme pas possible. Là. Le gars qui n'a pas de faiblesse. C'est ce qui n'a pas de fin. Le gars qui n'a pas de fin, là, qui est toujours dans le fond, à fond, la caisse, c'est dans le tapis. Puis, c'est ça, je voulais être reconnu pour ça, puis c'est ça qui me fait chaud au cœur, parce que c'est ça qui est arrivé. Les gens parlent souvent de moi parce que je me donnais toujours, je lâchais pas, puis, tu sais, oui, des fois, j'avais des mauvaises games, là, oui, mais je donnais mon 100% pareil. J'étais quand même dans le fond de ce que je pouvais donner. Tu sais, je me suis jamais laissé traîner les pieds, là. Si j'avais l'air de me laisser traîner les pieds, c'est parce que j'ai rejoint une... Tu n'avais un de cassé. J'ai rejoint une crise de pourrite, excuse, là. Mais c'est parce que j'avais rien, là. J'étais vide, là. C'est pas parce que je voulais en jouer une pourrite, là. C'est parce que j'avais plus rien dans moi, puis, tu sais, je me donnais au maximum. Mais, tu sais, là, j'ai vieilli, là, quand je fais du recul,
tu sais, je pense à ça, je me dis que oui, c'est vrai que j'ai négligé beaucoup mon côté skill. J'aurais pu être un meilleur joueur de hockey, mais moi, ce qui était important pour moi, c'est le style que j'apportais. Il n'y en avait pas d'autre. Et puis, je devais apporter de l'énergie. Je voulais pas être pogné dans un tourbillon que il y a une partie, ça va bien, j'ai joué skill, ça allait bien, puis là, je me pense tu sais, un Wayne Gretzky Un ou un skill Mario guy, Lemieux, un skill ouais. guy, puis là, tu sais, je me sors de ma game, puis là, je commence à faire des erreurs, puis que là, ça va pas bien, puis là, j'essaie de me retrouver, là, OK, là, je sais, je suis capable de jouer au hockey, mais tu sais, non, je revenais toujours à c'est quoi qui m'a apporté ici. OK, c'est le travail acharné, c'est tu lâches pas, tu sais, la résilience, tu sais, tu te poses pas de questions, puis tu fonces la tête première dans ce qu'il y a devant toi, puis tu te donnes, puis c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça que j'ai fait toute ma carrière, puis c'est pour ça que j'ai réussi à jouer. Moi, mon rêve, c'était de jouer une partie dans la Ligue nationale. Je l'ai quand même joué 524, donc tu sais, je suis quand même fier, malgré tout, là, de ce que j'ai fait, là, de ce que j'ai Plus accompli. que quand même, Ben oui, mais je veux c'est dire quand même. solide, C'est ça là. qui est Ben sorti, oui, mais je oui, tu sais. sais, je suis fier. Je sais, je te Je suis taquine. fier là, quand. Oh, ouais, tu sais, j'ai bien réussi ma vie. Puis, Ben oui. tu sais, quand j'étais jeune, c'est ce que je voulais. Puis, Mhm. je voulais faire ça parce que c'était mon rêve, mais aussi parce que je voulais donner une chance à ma famille, tu sais, euh, tu sais, d'avoir ce qu'ils ont besoin, puis de leur fournir ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est, tout a bien tourné à cause de ça, là. Puis écoute, on dépasse un peu notre temps, là, mais Ben oui, c'est très c'est de intéressant. Puis l'overtime. ben oui, c'est pas grave. Écoute, on va juste y aller en terminant sur. Je veux parler de ton parcours comme coach. Je sais pas si Ouais. tu te souviens, Steve, mais il y a quelques années, on a fait une entrevue téléphonique ensemble. Tu venais d'accrocher tes patins. Mhm. Tu pensais à peut-être te partir comme agent de joueur. Tu regardais pour un projet d'agence. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Je sais que tu as été Ben, coach, assistant coach. j'avais commencé à travailler Mhm, avec mon ancien agent, Yves Archambault, puis tu sais, j'avais une vision, je voulais faire quelque chose avec l'agence et tout, puis Yves, ben, mon agent, qui était Yves Archambault, tu sais, il est plus vieux jeu, plus tu sais, old school, fait que mhm. je pense qu'il était moins chaud aux idées que j'avais et tout, donc j'ai passé un an à l'aider, un an à voir si j'allais aimer ça. J'ai rencontré beaucoup de joueurs, beaucoup de familles. Puis finalement, dans le fond, ce qui m'a fait changer d'idée, c'est que souvent, c'est les parents qui veulent plus que les enfants. Et à cette heure, c'est souvent la question, c'est pas qu'est-ce que tu as à offrir en tant que conseil à mon jeune, c'est qu'est-ce que tu as à offrir pour nous. Tu payes-tu les Mhm. bâtons, tu payes-tu l'équipement, tu payes-tu l'entraînement, tu payes-tu C'est quoi ci, tu les payes plugs ça. que tu as, puis C'est tout quoi ça, là? exactement? Mhm, Puis moi, non, moi, ce que j'ai à offrir, c'est mon expérience, mon expérience de joueur, mon expérience de vie. C'est ce que j'ai à offrir. J'ai beaucoup à offrir. Je mhm. crois que quand même un beau bagage. 100%. Moi, je vais les suivre, je vais aller dans le gym avec eux autres, tu sais, je vais faire le tour, puis je vais être présent. Puis ce qui est important, c'est Mhm. pas juste le hockey là, c'est par la suite, puis c'est ce que je veux aussi offrir aux joueurs. Puis ça, je pense que c'est ce qui a tué un petit peu mes projets de ce côté-là, Mhm. c'est que la question revenait toujours, oui, mais tu vas-tu payer ci, tu vas-tu payer ça, tu vas-tu... Fait que là, je pense que moi, c'était non. Moi, je paye rien, donc s'il y a un autre agent qui te paye des choses, ben tu penses que cet argent-là est plus important que ce que tu peux peut-être faire plus tard, ben vas-y, moi, ça me dérange pas, c'est ton choix. Je leur disais clairement ça. Puis après un an, je pense que moi, je n'étais pas un vendeur d'oreilles, je n'étais pas quelqu'un qui allait Mhm. compter des menteries. Puis oui, ton gars va jouer dans la Ligue nationale. Oui, c'était. Écoute, on est loin de la Ligue nationale. Il est Jet 3A, il va-tu faire le junior? Ça, j'ai pas de doute. Il va le faire. Il va-tu être un joueur dominant? Beaucoup de travail à faire. Mais s'il va jouer dans la Ligue nationale, je peux pas te le dire là. Ouais, mais il y a d'autres agents qui disent que c'est sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale, puis c'est un potentiel première ronde, deuxième ronde. Et je leur disais, ben écoute,
J'ai dit, j'aimerais ça avoir leur boule de cristal parce que moi, je peux pas te le dire. Sérieusement, j'ai aucune idée. Puis ces agents-là qui te disent ça, d'après moi, ils n'ont jamais joué au hockey au niveau professionnel. Donc, souvent, ça, c'était un turn-off pour les parents parce que les autres, c'est pas ça qu'ils voulaient entendre. Les autres, ce qu'ils voulaient entendre, c'est que leur joueur, leur enfant était les meilleurs, les plus beaux, les plus fins, puis qu'elle allait faire des millions. Que je n'étais pas capable de leur offrir ça. Donc, après un an, j'ai dit, j'ai dit c'était assez pour moi. Puis par la suite, j'ai eu une opportunité. J'ai été coaché à Val-d'Or durant les séries en 2014. Ça, c'est juste avant de tomber agent de joueur. Durant les séries, puis écoute, moi, dans mon thinking et dans mon plan que je m'étais fait après le hockey, je me donnais 5 ans avant de retomber dans le hockey parce que je voulais que mes enfants, les deux, soient rendus au niveau secondaire. Je voulais passer plus de temps possible pendant qu'ils étaient au primaire avec elles, avec eux autres. J'ai 2 filles. Puis finalement, Steve Hartley est venu me voir, puis il me restait un an à ma pénitence que je m'étais mis. Puis il m'a vraiment vendu l'idée de retourner. Puis Drummondville avait une équipe gagnante, avait les joueurs pour aller loin. Mais moi, dans ma tête, j'allais commencer en bas de l'échelle, puis monter tranquillement. Je pensais pas excusez-moi du terme, me faire garrocher comme dans ça le junior. dans le junior. Moi, je voulais. Là, il m'a vraiment convaincu, puis il a dit, on va t'aider, on va être là pour toi, mais on le sait, c'est ton expérience qu'on veut, puis tout ça. Puis j'ai dit oui. J'ai dit OK, c'est bon. Après maintes réflexions, ça a pris, je pense, 6 semaines avant de dire le oui final. Puis, mais lui, de son côté, il devait engager un assistant entraîneur. Là. Je dis, donne-moi du temps, donne-moi du temps. Puis là, il fallait que je parle avec Val d'Or. Puis finalement, j'ai accepté. Puis là, Steve, je le connaissais à cause de son père, puis ses écoles de hockey aux États-Unis. Puis j'ai tellement eu du fun avec Steve. C'est tellement une bonne personne, un excellent entraîneur. J'ai trippé, j'ai appris beaucoup. Mais il est venu ici me voir la première fois avec une portée de l'ordinateur de l'équipe. Là, il dit, là, Steve, c'est toi qui s'occupe des défenseurs et du power play. Là, je suis parti à rire, j'ai regardé alentour, j'ai dit, est où la caméra? J'ai dit, c'est impossible, là, tu me niaises. Il dit, non, pourquoi? J'ai jamais joué défenseur. Moi, j'étais un joueur d'avant. Puis, deuxièmement, j'ai jamais joué sur le power play. J'ai dit, moi, les fois que j'ai joué sur le power play, c'est parce qu'on perdait 8-0, puis ils voulaient punir les gars, fait qu'ils me mettaient un chiffre sur le power play, mais c'est tout. À part ça, j'ai jamais joué là. Fait que, il est parti arriver, on va t'aider, tu vas l'apprendre. Puis, finalement, j'ai trippé durant la saison, là. C'était le fun, c'était cool. Une belle gang. On avait une bonne équipe, mais il manquait du chien pas mal. Puis on avait le talent était là, mais ça s'arrêtait là. On manquait de grit un peu. Et puis pour aller jusqu'au bout, en tout cas. Et à la fin de l'année, j'ai dû donner ma démission parce que j'ai une compagnie en génie civil. On fait des ponts et on veut passer. Puis grossissait tellement rapidement que mon partenaire il m'a parlé et il m'a dit, là, Steve, j'ai besoin de toi. Là, cette année, j'ai eu une saison d'enfer parce que tu n'étais pratiquement pas là. Là, tu as un choix à faire, là. Fait que j'ai dit, c'est bon. Tu sais, j'avais un gros investissement de fait dans la compagnie. On a commencé ça de zéro. Puis aujourd'hui, j'ai fait le bon choix, là. Ça va super bien. Puis je suis vraiment content du choix que j'ai fait, malgré que je m'ennuie super gros du hockey. Mais là, je peux me compter parmi un fan de hockey et non un entraîneur ou un assistant-entraîneur ou un joueur. Donc, je suis de l'autre côté, mais j'adore ça. J'adore mon rôle de fan. Puis, je m'occupe beaucoup de ma compagnie, là. Puis, penses-tu avoir un retour éventuel dans quelque rôle que ce soit? Que ce soit à la télé ou je ne sais pas, je ne sais pas. La télé... pour l'instant, je n'ai jamais vraiment... Tu sais, j'en ai fait un peu. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Là, Steve, là, Guillaume et Maxime sont partout. C'est correct, je suis content pour eux. Ils aiment ça. Non, c'est correct. Laisse-la aller, ils aiment ça, eux autres. Non, c'est bon. Ils sont beaux. Ben oui, ils sont super bons. Ils sont vraiment bons. Mais, tu sais, j'ai niaisé en fin de semaine. J'ai dit avec
On m'a posé, tu sais, on fallait rire d'eux un peu. Puis là, j'ai dit, Mhm. mais là, je comprends pas, à TVA, vous engagez n'importe qui parce que c'est Guillaume et c'est La Tendresse et la Pierre qui expliquent aux gens le système de jeu du Canadien, comment ça se passe. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est lorsqu'ils jouaient ces deux-là, là, ils comprenaient pas le système. Ils étaient partout, ils étaient mêlés. J'ai dit, essaie de comprendre quelque chose là-dedans. Là. Ça veut dire vous engagez n'importe qui, la TVA. Puis là, tu sais, Nice. c'était juste les techniques, là, les Ben niaiser, oui, ben oui. mais ouais, c'est des bons gars, c'est des bonnes personnes, ils sont drôles, puis ils ont leur place, et ils font bien, puis je suis vraiment content pour eux autres que ça allait bien comme ça. Là. 100%. Ben écoute, Steve, on a dépassé de beaucoup, mais je voulais te Mhm. remercier Ça me fait pour ta plaisir. générosité, toutes les anecdotes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Écoute, on aurait pu passer une autre heure, puis je pense que En j'en aurais masse. encore un sac rempli. Écoute, il va y avoir une deuxième saison de mon podcast. C'est bon. Si jamais tu as envie de revenir à la saison prochaine, je te lance un texto. Ça C'est serait bon. super le fun. Il y a une autre partie de ta carrière, dont le passage avec les Stars, les Bruins, tout ça, que Ouais. j'aurais aimé qu'on parle. Mais là, écoute, à un moment donné, Un là, autre fois, faut faut qu'on t'en finisse garder jusqu'à un demain peu, là. matin. Tu sais, veut dire, Exact. on va en garder un peu. Je te remercie, c'est ça encore une fois, pour ta générosité. Merci de participer à un projet comme le mien. C'est avec des gens qui ont une notoriété comme la tienne, que tranquillement, on gagne du galon, puis tranquillement, on prend Ben, de l'expérience. t'étais super, c'était merveilleux participer à ton podcast, puis je te souhaite le meilleur pour le futur, puis je souhaite que ça grossisse vraiment beaucoup pour toi, puis que ça aille bien. Merci beaucoup, Steve. Tu es très gentil. Fait qu'au plaisir de se reparler. Au Je te souhaite bonne plaisir. chance dans tes projets. Puis un gros salut à toute ta famille. C'est certain, merci beaucoup. Toi aussi. Bye bye. Salut, Steve. Salut. Attention à toi. Donc, on était avec Steve Bégin, notre deuxième invité de la soirée. Oui, bonjour Lise qui nous dit bonjour. Merci beaucoup à Lise Cadrin qui nous a mis en contact avec Steve, qui a permis cet épisode possible. Très, très intéressant. Pour ceux qui ont été avec nous, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On remercie Steve à nouveau pour sa générosité, qui nous a conté toutes sortes de bonnes anecdotes. Et ça, c'est un gars là, qui a peur de rien. Là. Peur de rien. C'est le fun de l'entendre nous conter toutes ces belles histoires-là. Merci beaucoup à Tom Boisvert qui dit solide, Nat. Merci à Jay Chabot qui dit vraiment le fun. C'est vrai, hein? On a vu Jay remercier Steve pour ses belles anecdotes durant le podcast. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Basse, pour les bons commentaires. Merci, Anthony Pilote. Aussi, vous êtes super gentil dans le chat avec vos bons mots. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous, même si ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Je vous annonce ça en primaire, mais mercredi, c'est congé. C'est la semaine de relâche. Alors, mercredi, c'est la relâche. On se retrouve lundi prochain avec deux invités solides, comme d'habitude. Salut tout le monde, bonne semaine.